L'inspiration donnée, bien sûr, par l'exemple fondamental de Socrate, hein, nous ne poursuivons pas la philosophie en tant que profession, car cela nous lierait aux exigences bureaucratiques, tout comme nous serions liés par la vanité d'appartenir à un club restreint, ce qui exigerait beaucoup d'efforts de notre part. La philosophie a commencé consciemment comme une sorte de fan club autour de Socrate et s'est ensuite poursuivie comme un projet légué par lui, qui a été oublié dans les temps modernes, mais que nous essayons en quelque sorte de sauver ici. Socrate a insisté sur une vie examinée. Ses interlocuteurs étaient constamment sommés de regarder leur véritable situation sociale et politique, et c'est le point de départ des méditations. L'universitaire moderne n'examinera malheureusement jamais sa situation sociologique et ne verra pas comment elle le limite ou lui profite. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de son théâtre. C'est comme s'il supposait que le milieu universitaire est le lieu naturel où se produisent les connaissances et que tout le reste n'est que dilettantisme. Socrate a montré comment la société peut prendre conscience d'elle-même. La connaissance objective et universelle des choses y est confondue avec la connaissance de soi, qui requiert une personne réelle et non une simple exécution de rôles sociaux. Cela indique déjà ce que doit être la technique philosophique, une conversion des concepts généraux en expériences existentielles effectives et vice-versa. La méthode de la confession. Saint Augustin nous amène à la méthode de la confession. Nous racontons à Dieu notre vie, mais il en sait plus que nous. Donc notre sincérité est récompensée et nous obtenons un peu de connaissance. Cela ressemble à une description d'une pratique mystique à laquelle peu de gens peuvent accéder, mais en réalité, il est presque impossible de ne pas reproduire cette situation. Lorsque nous parlons ou écrivons sur quelque chose en toute sincérité, alors quelque chose nous vient à l'esprit que nous ne connaissions pas auparavant. Des points sont clarifiés, des chemins s'ouvrent. Beaucoup vivent cachés, même s'ils s'affichent publiquement, n'ayant pas de lieu où ils puissent s'exposer sans restriction et sans condition. C'est pourquoi ils n'ont pas cette expérience aussi simple que profonde, toujours nouvelle, vivifiante. La logique comme monde de possibilités. La logique ne traite que du monde de possibilités. Elle ne nous donne pas de connaissances. Placer la logique au début de l'apprentissage rendra les élèves dépendants d'une abstraction vide, où tout contact avec la réalité devient impossible. Avant l'étude de la logique, un apprentissage de la mémoire, de l'imagination et de l'expression est nécessaire. Un apprentissage artistique, pour ainsi dire, tout comme il importe de s'entraîner à être des témoins fiables. C'est la recherche d'un style vraiment personnel, de sa propre voix. Ce qui est fondamental, c'est le travail effectué dans notre conscience, où nous nous approprions un ensemble de connaissances. Ce témoignage individuel et solitaire, celui dans lequel on ne peut dépendre de personne d'autre et qui est donc forcément subjectif, devient fondamental. Dans les dialogues platoniciens, Socrate entraîne ses interlocuteurs à être les propres témoins d'eux-mêmes, ce qui est la base permettant à la philosophie de pouvoir s'épanouir. Pour cela, il est nécessaire d'aller au-delà du langage public et des clichés qui reflètent un univers de croyances, d'idées et de perceptions qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que nous entendons. L'intégriste est la croyance sans parole. L'intégriste est celui qui croit aux phrases comme si elles étaient des réalités selon Eric Voegelin.
Un concept comme démocratie intégrale est vide, mais il est parfaitement possible de raisonner logiquement autour de lui. C'est déjà pensé, mais la philosophie consiste à penser la réalité et la pensée rétroagit toujours à la réalité. Cette procédure n'est-elle qu'un détail? Ceci est répondu si nous pensons que la philosophie est à l'origine d'erreurs qui ont tué près de 200 millions de personnes, notamment à travers les idéologies communistes modernes. Ce ne sont pas les pères qui peuvent corriger un manque de conscience morale de base. Donc le témoignage solitaire, subjectif, doit être une habitude pour nous, notamment avec cet exercice de confession. Olavo propose de développer la technique philosophique en 4 points. L'entraînement de l'imagination, l'entraînement à l'usage du langage, l'entraînement à la conscience de soi et à l'être idéal, l'acquisition d'outils de recherche. Seulement page 60, Olavo a déjà donné comme exercice pratique l'exercice de nécrologie avec une image, quoique provisoire, de notre moi idéal qui guidera nos efforts, l'exercice du témoignage dans le chapitre 33 et 35 d'après le texte de Louis Lavelle, où l'on utilise la mémoire des moments privilégiés où l'univers s'illumine, entre guillemets, pour en faire la trame de notre existence quotidienne, entre guillemets, également, avec aussi l'imitation des grands écrivains lusophones, mais aussi antiques, la pratique de la confession illustrée par saint Augustin et Adolphe Tanqueray, qui sert directement à refaire notre éducation morale, la lecture lente d'un livre de philosophie, où nous ne lisons que quelques phrases par jour jusqu'à ce qu'elles deviennent pour nous des instruments de perception. Des exercices de la présence de l'être, notamment dans le chapitre 82, imaginer qu'il n'y a rien, collecter les sons, construire mentalement un carré, des exercices d'entraînement de l'imagination, l'imaginer la vie des gens que l'on connaît comme un roman. En général, on ne les voit que schématiquement. Transformer un film ou une pièce de théâtre en récit verbal et vice-versa. Exercice d'adaptation totale de la réalité. D'abord, nous imaginons que tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité. Ensuite, nous faisons le contraire et imaginons que nous sommes des victimes impuissantes des événements. Et la réalité est dans la tension entre ces deux choses. L'écoute de morceaux de musique avec la recherche de la continuité qui s'exprime, qui condense une série d'expériences sensorielles et émotionnelles qui peuvent ensuite servir de modèle pour percevoir d'autres harmonies dans la vie. Des lectures spécifiques pour comprendre le contexte dans lequel nous évoluons. La haine du savoir, par exemple, de Lima Barreto, sur la dégradation morale aussi. La phénoménologie de l'autotromperie de Machado de Assis. Et bien sûr, des romans de François Mauriac, Balzac, Stendhal, Dostoïevski, qui montrent l'individu contre la société, le roman servant aussi à avoir des modèles pour raconter sa propre vie et celle des autres, et puis l'histoire dans nos propres idées, c'est une utilisation spécifique de la méthode de la confession. Normalement, nous ne savons pas comment certaines idées ont été incorporées en nous, et nous contournons la question en revendiquant en leur faveur. Mais les idées peuvent s'être ancrées en nous parce que nous les avons entendues à plusieurs reprises dans certains cercles, ce qui rend difficile leur reconstruction exacte. Mais avec un peu d'effort, nous pouvons retracer grossièrement l'origine des idées principales. Tant que nous n'avons pas honte de reconnaître que nous avons été manipulés puérilement tant de fois, parallèlement à cela, nous devons faire une gradation de nos connaissances, certitudes, fortes probabilités, vraisemblances, simples possibilités, ainsi que la distinction entre les figures de style et les noms réels des choses. Donc voilà, ça à la page seulement 60.
tous ces exercices-là avec énormément de références et le livre a plus de 480 pages. Donc voilà, c'était simplement une petite introduction et présentation que je faisais à l'instant. Voilà, tcha. Merci à vous de liker, de partager et ce sera à suivre dans le prochain épisode. Tcha.